Madame, Monsieur, bonjour et ravi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez très bien, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témon, combattant de la liberté que je suis. Mesdames, Messieurs, pour ce numéro spécial, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Awak Malako Aristide. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Mesdames, Messieurs, il nous dit qu'il est analyste politique et acteur politique, également candidat fait à la députation nationale dans la province de Chopo, dans la ville de Kisangani. C'est ça? Évidemment, c'est ça. Bien. Mesdames, Messieurs, avec lui, on parle insécurité à Kisangani. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix? On en parlera tout au long de cette émission. Bras de fer entre la communauté Mbole et l'Angola. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix entre ces deux communautés? Est-ce que c'est la tête de Madame la gouverneure qui est en recherchée en fait par ces deux communautés? Mesdames, Messieurs, on en parlera tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également de, en fait, de l'élection du l'élection du 20 décembre 2023. Est-ce qu'il y aurait élection dans un délai constitutionnel? On en parlera tout au long de cette émission. Pourquoi il y a tant de polémiques autour en fait, de ce processus électoral? Mesdames, Messieurs, on en parlera avec mon invité. On parlera également de lui, de ce qu'il fait, de ses ambitions, de ce qu'il invitait compte faire dans les jours à venir. Je vous rappelle que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous. Je l'avais fait au début. Mais je le fais encore pour l'instant. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Awak Malako Aristide. En fait, il nous dit qu'il est acteur politique et président de sa fondation. Monsieur Aristide, bonjour. Bonjour alors, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que je manquais à dire au sujet de votre présentation? En fait, aux anaïs, si on a accordé 2 minutes, une minute au Milobela, qu'est-ce que les journalistes ont manqué à dire au sujet de votre présentation? Okay. À vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je suis votre humble serviteur, M. Awak Malako Aristide. Je suis juriste de formation, ambassadeur pour la paix universelle, membre de la FPI, Fédération pour la paix universelle, depuis 2018 bien sûr. Je suis assistant à l'UPN, au département des relations internationales, juste assistant deuxième mandat. Je suis président du Fonds de solidarité pour le développement, une fondation créée à Kinshasa depuis 2015 jusqu'à ce jour. Et nous sommes dans 6 provinces de la République démocratique du Congo, dont à la Chopo à Kisangani. Et voilà, je suis membre de l'ANCI, c'est-à-dire l'Action nationale pour le changement intégral de mon parti, le parti cher à Madame Véronique Tchala-Bebel, Elisabeth. Et nous sommes membres du regroupement politique qui nous a porté à la candidature à la députation nationale de AACRD. Action des alliés de la Convention pour la République et la démocratie. Voilà, je suis devant vous. En fait, c'est une brève présentation de votre part. Voilà. D'abord, je puis savoir, jeune que vous êtes, ça fait déjà combien de temps depuis que vous êtes dans la classe politique congolaise et d'où vous est venue la motivation de faire la politique? Voilà. Depuis plus jeune, je dirais depuis l'âge de la raison. Depuis l'âge de la raison? Depuis l'âge de la raison, nous sommes acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'enfant, défenseurs des droits humains. Nous avons jusqu'ici été témoins de violations des droits humains, de dégradation de la société sur le plan social. Toujours ici à Kinshasa ou ailleurs? Dans le pays. Dans le pays, à Kinshasa, à Kisangani, à Goma, à Bukavu et à l'extérieur de nos frontières de la République. Donc nous avons agi en tant qu'humanitaires, acteurs de la société civile au sein du FSD, au sein des CAST, on appelait Conseil africain pour la science, la culture et le développement, au sein de l'OGPAD, l'Organisation des jeunes pour la sauvegarde de la paix et du développement. Alors, au sein de toutes ces organisations, au sein du groupe Lotus, très bien connu à Kisangani, et au sein du groupe Justice et Libération,
En fait, nous sommes acteurs de la société civile comme défenseurs des droits humains, défenseurs des droits de l'enfant spécialement. Nous sommes écologistes, si vous le voulez, parce que notre vie, c'est l'environnement aussi. La lutte contre les réchauffements climatiques et la préservation des écosystèmes. Nous sommes dans tout ça, mais en tant que politiciens, nous avons environ une année seulement. Dans la vie politique. Et aujourd'hui, secrétaire général adjoint en charge de l'idéologie, de la formation et communicateur principal de l'Action nationale pour le changement intégral. Voilà. Okay. En fait, vous venez tant de vanter votre fondation. D'abord, je puis savoir qu'est-ce que votre fondation a déjà apporté d'important en République démocratique du Congo. En fait, dans la vie des Congolaises et Congolaises que nous sommes. Voilà. Avant de parler de nos réalisations, il faut d'abord parler de notre mission et des objectifs. La FSD ONG Fondation travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations démunies. Cette mission se poursuit via quelques objectifs, notamment l'autonomisation de la femme, la lutte contre la délinquance juvénile, la lutte contre les phénomènes filles-mères, la préservation des écosystèmes, la salubrité de nos milieux de vie, et tout cela, nous les réalisons, l'encadrement de la jeunesse, pour la lutte contre la délinquance juvénile, l'encadrement de la jeunesse, tous ces objectifs-là qui sont sous la mission de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, nous les avons réalisés d'abord ici à Kinshasa, non loin d'ici à Kingabwa, parce que la fondation a été créée sur l'avenue Kitari numéro 10, ici à Kingabwa, à Wendiambila. Toutes les mamans de Wendiambila, aujourd'hui, si vous passez par là, on vous dira... Wendiambila à Kingabwa, on vous parlera de la fondation FSD. Toute l'avenue, tous les quartiers, la commune de Liberté, on vous parlera de la fondation FSD. FSD ONG Fondation. Nous avons réalisé l'équipe de football de jeunes désœuvrés qui existe chez nous. Nous appelons ça les victorieux du FSD. Ce sont des enfants d'abord orphelins et des enfants en situation difficile que nous les avons organisés pour les encadrer en créant une équipe de football. Et l'équipe de football est bel et bien à Kinshasa, sur le plateau de Bateke, parce que nous sommes pour les populations de Muni. Vous comprenez déjà, nous sommes à Kingabwa, nous sommes sur le plateau de Bateke, village Mbio, nous sommes à Kisangani, au point kilométrique 9, route Bouta, dans la ville de Kisangani. Donc nous sommes dans les périphéries. Nous sommes en train de voir avec les amis comment nous installer dans les périphéries de la ville de Niamey au Niger, pas dans les centres-villes, mais dans la périphérie de la ville. Nous sommes à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous sommes en train de voir comment nous installer à Kamina. À Goma, nous avons une équipe de préparation pour nous installer à Goma, dans les périphéries de la ville de Goma. Voilà. Le peu de réalisation, nous avons soutenu beaucoup de mamans dans leur autoprise en charge sur le plan financier. Nous avons soutenu leurs petites activités génératrices de revenus. Les jeunes, nous employons certains orphelins sur le plan scolaire et académique. Les FSD aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté, tant mieux que mal, que nous avons soutenu au moins 5 orphelins de la première année de graduat jusqu'à l'obtention de leur diplôme de licence sous les frais de la fondation. Et ceux qui sont au niveau des humanités, cette année, nous allons recevoir au moins 3 diplômés d'État que la fondation a soutenu depuis maintenant 6 ans. Donc, tant mieux que mal, nous essayons de faire ce que nous pouvons avec les moyens de bord. À Kisangani, nous avons 10 hectares de terre, ce n'est pas beaucoup, mais où nous essayons de développer des activités agro-pastorales, évidemment pour lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition chez les enfants en situation de difficultés, de pauvreté aiguë, de malnutrition aiguë. Nous essayons avec une équipe de 12 agronomes, ingénieurs, essayer de développer certains projets là-bas pour essayer de soutenir cette catégorie de population. Bref, avec les moyens de bord, on essaie d'œuvrer dans l'agro-pastoral, encadrer les orphelins, les jeunes en situation difficile, les mamans dans leurs activités génératrices de revenus et essayer d'aider la ville à être propre. Le nom m'échappe, le bourgmestre de la commune de Barumbu, la commune de Barumbu,
il est sportif, il est aussi avocat. Vous pouvez passer par là, il vous dira que la FSD ONG Fondation a soutenu l'opération Kin Bopeto, spécialement dans les quartiers, comment on appelle ça? Toujours à Barumbu, on a essayé. En tout cas, on a essayé d'œuvrer avec la commune. En fait, comment structurer l'équipe dirigeante de votre structure? Et que peuvent faire les Congolaises et Congolaises en fait, pour rejoindre vos structures? Pour adhérer au sein. Bon, la structure d'abord. L'FSD ONG Fondation, c'est une fondation, comme on le dit. Et nous sommes les fondateurs, les visionnaires. Vous êtes? Oui, les fondateurs, les visionnaires. Au-delà de ça, nous avons la structure, les comités directeurs, qui est chapeauté par 6 personnes seulement au niveau national. Mais dans chaque province, il y a ce qu'on appelle les comités provinciaux, les comités provinciaux, les coordinations provinciales en fait, chaque coordination provinciale a les comités provinciaux plus 15 membres. Et dans 6 provinces comme ça, et vous avez au niveau des quartiers, des communes et tout ça. Voilà. Et pour rejoindre la fondation, évidemment, il y a les conditions d'adhésion. Les conditions d'adhésion sont plus simples pour nous. Être majeur et jouir d'une bonne moralité. De deux, vous devez ne pas être condamné pour des crimes dépassant les 5 ans. Voilà, il faut être des bons citoyens. Et où êtes-vous basé? Pardon? Et où est basée votre fondation? La fondation a son siège social ici à Kinshasa, sur avenue Ambassadeur Awak. C'est l'avenue qui porte mon nom, bien sûr. Quartier Mona, commune de Lantsele, où nous avons acheté une propriété et nous sommes en train de bâtir les sièges sociaux de l'organisation. Voilà. En fait, monsieur Awak, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord je puisse savoir, vous êtes identifié en tant qu'acteur politique, membre d'un parti politique, en fait apparemment secrétaire dans un parti politique. D'abord, je puis savoir, depuis que vous êtes dans la classe politique congolaise, qu'avez-vous déjà apporté à titre personnel? Vous dites dans la classe ce que l'on ezali, ce que l'on ezali, en fait, na niveau nangai, na communauté, mais au moins arrivé au moins au salaire. Moi, dire une chose. Vous savez, lorsque vous adhérez dans un parti politique, vous entrez dans un mouvement, dans un parti politique, vous ne venez pas inventer la roue, parce que la roue, elle existe, elle tourne. Soyez un peu bref. La roue, elle existe, la roue tourne. Lorsque vous venez, vous apportez votre touche dans ce que font les autres, en fait. Vous savez, les choses doivent changer. La léthargie dans la gestion de la chose publique, ça vous comprenez un peu? Il y a des responsables publics qui sont là, où vous ne sentez pas qu'il existe l'autorité de l'État. Or, nous n'avons pas encore pris le pouvoir, mais nous sommes dans un parti politique pour apporter un changement. Alors, me pose la question, qu'est-ce que nous avons déjà, nous, apporté dans la vie politique? Ce serait un peu prématuré. Mais par contre, dans la vie sociale des Congolais, qu'est-ce que nous avons déjà apporté? Via nos activités sociales, nous avons dit, via notre fondation, nous avons déjà apporté un peu d'éducation à certains enfants de la rue, à certains orphelins, l'instruction, à ces mamans qui manquaient de quoi même mettre sur la dent, on a apporté un peu un business, des petites activités génératrices de revenus. À ces enfants abandonnés, nous les avons aujourd'hui organisés à une équipe de football que nous essayons d'apporter, tant mieux que mal, quelque chose pour leur évolution. C'est là pour leur évolution. Vous comprenez un peu? Bref, nous avons agi en apportant quelque chose en tant que fondation, en tant que personne physique, mais nous voulons maintenant fédérer avec les autres au sein d'une organisation politique, au sein d'un mouvement politique, pourquoi pas demain, transporter cela du privé en public dans la gestion de la chose publique. Bien, mesdames et messieurs, prenons à présent le tout premier thématique de cette émission. Ça consistait bel et bien en fait aux élections de 2023. Est-ce qu'il y aura élection dans un délai constitutionnel ou non? Pourquoi y a-t-il des doutes quant à l'organisation de ces élections dans un délai constitutionnel? Est-ce que M. Denis Kadima rassure vraiment l'indépendance? Est-ce qu'il y aura vraiment de bonnes élections dans ces affaires? Est-ce qu'il y aura vraiment de bonnes élections?
le 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que j'ai reçu pour aujourd'hui M. Awad Malako Aristide. En fait, il est acteur politique et membre d'un parti politique. En fait, il est l'invité de l'émission Le Congolais s'exprime d'aujourd'hui. En fait, c'est le Congolais qui a accepté de s'exprimer aujourd'hui. Parmi tant de Congolais. Il est l'un des Congolais qui a accepté de s'exprimer aujourd'hui sur notre plateau. En fait, M. Aristide, en parlant du processus électoral 2023, d'abord, j'informe à nos téléspectateurs que vous êtes candidat à la députation provinciale dans la province de Tchoko, dans la ville de Kisangani, c'est ça? Je suis candidat à la députation nationale, circonscription électorale de la ville de Kisangani. Kisangani-Ville, voilà. Ok, alors, d'abord, je veux savoir, êtes-vous de ceux qui estiment qu'il y aura en fait des élections dans un lieu constitutionnel? N'êtes-vous pas pessimiste quant à l'organisation des élections dans un lieu constitutionnel? Écoutez, monsieur le journaliste, moi je suis légaliste. Hein. En tant que juriste, nous nous en tenons au texte. Les méandres techniques, politiques et tout ça, nous ne sommes pas encore dedans. Mais ce que je peux dire, nous avons une institution habilitée à organiser les élections en République démocratique du Congo. Ça s'appelle la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Qui est dirigée par M. Kadima. Denis Kadima. Et la CENI nous informe jusqu'à ce jour que les processus de préparation des élections évoluent très bien. Que la CENI obtient des moyens de la part de l'État, du gouvernement pour l'organisation, pour remplir à bon escient sa mission. Tant que la CENI nous rassure que nous allons le 20 décembre aux élections, qui sommes-nous pour dire non? Parce que nous ne sommes pas dans les marmites de la CENI. Les tenants et les aboutissants, les contextes techniques et tout ce que vous voulez, c'est la CENI. Donc, à ce niveau, je ne peux qu'être optimiste par rapport aux élections de décembre à venir ou à ce cycle électoral. Mais seulement en tant qu'analyste politique, évidemment, en tant qu'acteur, nous pouvons nous dire qu'il y a quand même quelques... Il n'y a pas de... En fait, il y a des couacs par rapport à l'organisation. Il y a quelques préalables, je dirais, à remplir avant d'aller vers des élections transparentes, inclusives, et qui vont assurer, bien sûr indépendantes, et qui vont assurer la paix, la quiétude sociale après les 24, et plutôt les 20, après les élections du 20 décembre, à la publication des résultats. Alors ces préalables-là sont d'ordre social, sont d'ordre sécuritaire, ça c'est notre vision des choses. Sont d'ordre social, sont d'ordre politique, sont d'ordre sécuritaire également, et aussi technique. Alors, si jusqu'ici la CENI nous rassure que tout est bon, ok, nous faisons confiance. Mais en tant qu'humain, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, nous pouvons dire qu'il y a quand même quelques réglages à faire avant d'aller vers ces élections-là. Mais vous pas de ceux qui estiment que en fait, le processus électoral n'est pas crédible par rapport aux revendications que font ceux de l'opposition? Monsieur le journaliste, les revendications, les frustrations, ça existe. D'abord, ont existé, ça existe et ça existera toujours. Ça existera toujours. Moi, je ne sais pas, lorsqu'on parle, je ne suis pas porte-parole de la CENI ici, mais lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de transparence, plutôt il n'y a pas de transparence, les gens se fondent ou se basent sur quoi? D'abord par la composition de la CENI. Allons point par point. Par la composition de la CENI. La CENI est composée par toutes les, je peux dire, les couches politiques, parce qu'il y a l'opposition, il y a la majorité, j'ose croire qu'il y a également la société civile. Mais celle de l'opposition décrit, en fait... Alors, un membre ou quelques membres de la société civile reconnus comme tels, sont aujourd'hui membres de la CENI. Quelques membres de l'opposition reconnus comme tels sont là-bas et ceux du pouvoir sont là-bas. Pour moi, la composition de la CENI ne pose aucun problème. Ça, selon moi, la composition de la CENI. Là, ça n'en a que vous. Oui, la composition de la CENI. Mais ce n'est pas cette estime, en fait. Vous savez, les Congolais se plaignent toujours. Lorsqu'il s'agit de la politique, il y a toujours des plaintes. Et si nous allons nous éterniser dans des plaintes, dans des frustrations, le pays n'avancera pas. Nous serons en train de tourner en rond. Comme ceux qui sont en train de parler de
des dialogues. Sinon, il n'y a pas, il faut que nous allons dialoguer pour les rallonges, pour la transition, c'est pas moi, pour les glissements, chacun a son concept, ses concepts en fait. Mais, j'ai dit, je le répète, s'il y a des difficultés d'organisation des élections en décembre 2023, c'est à la CENI, par la bouche de son porte-parole ou de son représentant, de nous dire, voilà, nous ne serons pas allés aux élections selon le calendrier publié, parce que. Et nous pouvons peut-être constater et aider la CENI à mieux faire. Mais si la CENI estime que jusque-là ça va, nous dirons ça va, mais nous veillons en sorte que ces élections soient inclusives, soient transparentes et soient apaisées, pour garantir la quiétude après. En fait, parlons un peu de vous. D'abord, je veux savoir, vous êtes candidat fait député national dans la province de Tchoup. D'abord, je peux savoir d'où vous est venue la motivation de déposer votre candidature. Pourquoi vous êtes candidat? Pourquoi je suis candidat? Merci beaucoup pour la question. Nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Oui, nous ne sommes pas en campagne électorale. Voilà. Juste pour dire pourquoi nous sommes candidats. Parce que, je vous ai dit, nous avons été témoins d'abord des affres de la guerre. Et nous continuons à être témoins des affres de la guerre. Monsieur le journaliste, vous êtes à Kinshasa peut-être, vous ne vous déplacez pas trop vers l'est du pays. Modestement, je dirais, nous avons la grâce de parcourir ces pays de l'Est à l'Ouest, du Nord aussi, au centre. On comprend un peu la République démocratique du Congo, surtout Goma, Bukavu, Kisangani et tout ce qui. Nous avons vécu les guerres de 3 jours moins à Kisangani, les guerres de 6 jours par exemple. Et la situation continue, c'est comme si l'histoire ne continuait qu'à se répéter. Depuis que nous sommes plus jeunes, nous ne vivons que les atrocités, les affres de la guerre. Vous savez que moi j'ai été à Bukavu en 1996 et je me suis déplacé juste quelques semaines avant le déclenchement de la guerre de Afdel Mobutu. Après, nous avons vécu la guerre en 1998, la guerre de rébellion du RCD Goma. Et puis nous avons vécu... Soyez un peu bref et précis, nous avons vécu l'histoire des Rwandais, Ougandais, Burundais à Kisangani, la guerre du 5 au 10 juin 2000. Vous voyez tout ça qui handicape la formation, l'éducation, la santé mentale de nos mamans, de nos enfants, les viols à l'est du pays. À un certain moment ici, on a parlé de la capitale mondiale des viols à l'est du pays. Et la situation continue. Mais nous sommes témoins de tout cela. Il y a tout un sujet sur ça. Nous sommes témoins. Il y a tout un sujet sur ça. Nous sommes témoins de la pauvreté et tout ce que vous voulez. Alors par rapport à tout ça, je suis en train de répondre à votre question. Par rapport à tout cela, nous nous sommes dit nous ne pouvons pas continuer à demeurer téléspectateurs de la scène politique. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer observateurs. Pendant que nous sommes sur terrain, nous sommes en train de vivre cela. Avec les orphelins, les femmes violées et tout cela, nous sommes dit non. Les propositions, à un certain moment, les suggestions, les propositions ont leurs limites. Il faut passer à l'action, il faut agir. En tant que membre de la société civile, en tant que président de la Fondation, nous ne limitons qu'au niveau des observations, des publications, des rapports, des dénonciations. Mais quand vous dénoncez, ça ne change pas. On fait quoi? Mais il faut agir. Mais pour agir, il faut avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir dans une société démocratique, vous devez absolument, dans le cadre de la République démocratique du Congo, faire de la politique. Adhérer dans un regroupement, dans une famille politique qui peut vous aider à accéder au pouvoir pour mettre maintenant en application vos idées. Voilà les motivations. Nous nous sommes dit, nous ne devons plus rester observateurs des crimes, des malheurs de notre peuple. Nous devons agir pour changer cela. Et c'est pour cela que nous sommes, il y a beaucoup de partis politiques, c'est pour cela que nous sommes allés dans l'action nationale pour le changement intégral. Nous voulons que les choses changent. Notre système éducatif change. Notre système de vie sécuritaire change. La défense de notre pays change. Nous voulons que la diplomatie congolaise change. Alors pour ça, nous devons devenir acteurs. Peut-être un jour, essayer de changer les choses avec les autres en étant au pouvoir. Voilà l'une des motivations. Alors une fois élu aujourd'hui député national, ça sera quoi le tout premier proposition de loi qui est faite vous compter endosser en Assemblée nationale?
En tant que député, Voilà. une fois élu déjà. Il faut d'abord comprendre la mission du législateur dans son ensemble, pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Je pense que la question est précise. La question est précise, je sais, mais il faut comprendre d'abord la mission du législateur, s'il vous plaît. Parce que le législateur est là pour légiférer, pour contrôler, pour orienter. Le législateur est l'autorité budgétaire, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons faire changer les choses, nous devons être en mesure de corriger, parce que nous avons remarqué que dans notre système législatif, il y a beaucoup de lois qui sont dépassées, archaïques et révolues, mais qui continuent quand même à nous régir jusqu'à aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à changer. Mais aujourd'hui, en tant qu'éducateur, moi, lorsque je passe à l'Assemblée nationale, il y a une loi, une proposition, un projet, tout ce que vous voulez. Je parle du tout premier. Sur l'éducation. Sur l'éducation, parce que j'ai dit, le système éducatif actuel de la République démocratique du Congo ne permet pas le développement de ces pays. Alors moi, je m'attaquerai, ou je proposerai, premièrement, apporter des changements sur l'éducation, le programme d'éducation nationale. Le nouveau programme d'éducation nationale de la République démocratique du Congo. Et ce nouveau programme partira de l'éducation prématernelle jusqu'à post-universitaire. Et nous sommes réellement en train de réfléchir, de travailler avec les équipes là-dessus. Si jamais que nous avons la grâce d'être à l'hémicycle, notre toute première proposition, notre toute première action serait de voir dans le secteur de l'éducation le nouveau programme de l'éducation nationale qui doit aller de prématernelle jusqu'à post-universitaire pour aider ces pays à avoir une éducation adaptée à ses besoins. Mesdames et messieurs, prenons à présent le tout dernier thématique de cette émission. Ça consiste donc à l'insécurité en République démocratique du Congo. En fait, on parlera également de l'insécurité dans la ville de Kisangani, entre les deux communautés, le Mbole et les Ngola. Est-ce que c'est la tête de Madame la gouverneure Madeleine Mukumba qui est en recherche? Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix entre ces deux communautés? Monsieur Awak. En parlant de l'insécurité dans la ville de Kisangani, d'abord je puis savoir, pouvez-vous un peu nous relater d'abord l'historique de ces conflits entre les Mbole et les Ngola? En fait, qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux communautés? Ne dites pas de ceux qui estiment que c'est la tête du gouverneur qu'on cherche derrière ces conflits. Voilà. Et que faudra-t-il faire pour amener la paix? Il faut comprendre d'abord, je rappelle que c'est tout dernier thématique. Ok. Nous devons comprendre que nous sommes nés et grandis à Kisangani. Nous savons que cette ville a toujours été une ville hospitalière, une ville de paix. L'hospitalité légendaire des Boyomaises et des Boyomais n'est pas à démontrer. Mais depuis un certain moment, nous avons remarqué qu'il y a des communautés qui se font des guerres, moi je peux dire des guerres à connotation de l'Est du pays, où il y a des machettes, il y a même des armes à feu qui sont utilisées, il y a même des pierres et autres. Alors nous nous sommes posé un peu plus de questions sur cette situation. On nous parle des conflits fonciers, n'est-ce pas? Mais nous disons ce qui se passe à Kisangani n'a rien à voir avec les conflits fonciers entre les Mbole et les Ngola. Rien du tout. Ça, c'est la version véhiculée, je ne sais pas moi, par qui, mais en tant que natif de Boyoma, mais c'est ce qu'ils disent l'autre. Ce n'est pas ça la situation. Mais c'est ce qu'ils disent. La situation, c'est qu'il y a eu de, comment on appelle ça, les Mbole, les Longola, les Mbole, les Lengola, qui sont là, les frères amis, qui vivent depuis toujours en paix, en harmonie. Mais ces communautés-là, il semblerait qu'il y a une communauté de Lengola qui aurait vendu 12 000 hectares de terre à un sujet libanais pour exploitation. Alors, soyez un peu bref. Oui, alors, vous devez comprendre l'histoire ou pas? Non, mais allez-y. Voilà. Alors, ces deux communautés-là, les Mbole disent non, vous avez vendu les terres qui nous appartiennent aussi, mais nous n'avons pas trouvé notre gain de cause, notre part. Et voilà,
nous ne devons pas laisser ces projets se réaliser et voilà le début de la situation. En plus de cela, il y a les tiraillements. Ça, c'est la genèse. Mais personne jusqu'à ce jour n'éprouve un seul bout de papier qui démontre la vente par les Lingola de ces 12 000 hectares de terre. Il n'y a jamais existé l'acte de vente ou quoi que ce soit. De deux, nous attendons dans ce conflit-là, des fois les armes, les hommes en armes, de morphologie rwandaise, ou parlant les Rwandais, les Kenya-Rwanda, dans cette situation. Est-ce que c'est un conflit de terre? Qui est derrière ça? Ça, ce sont les services de renseignement qui doivent nous aider à comprendre qui est réellement derrière ça. Alors, s'il n'y a pas d'acte de vente, si les Lingola disent qu'ils n'ont jamais vendu, mais pourquoi ils continuent à s'entretuer? Et pourquoi, c'est là que je vais essayer de dire quelque chose, pourquoi on ne parvient pas à mettre sur une même table, tant au niveau provincial qu'au niveau national? Et pourquoi les délégués de l'Angola, de Mbole, de Kumu, de Lokele, de Topoke, en fait, les habitants de la ville, leurs leaders d'opinion sur le plan politique ou culturel, les chefs coutumiers et autres, essayer de voir qui est derrière ça et essayer de trouver des solutions pour que la paix redevienne. Et aussi, il y a d'autres frustrations au-delà de ces questions de l'Angola et de Mbole. La frustration de la population Kumu, la population Kumu qui est majoritaire de Kisangani, ou leur secteur, on appelle le secteur de Lubuyabera, c'est le secteur qui entoure la ville de Kisangani. Et ce secteur-là a été rayé de la carte et de la CENI et de l'administration au niveau du ministère de l'Intérieur. Et cette population-là ne se fait pas enrôler. Et pourquoi? Ne se fait pas enrôler parce qu'ils étaient dans ces guerres de Mbole et Kumu machin. Alors, ils se font faire enrôler. C'est-à-dire, vous avez une population d'au moins 60% sur l'ensemble des habitants de la ville de Kisangani qui ne se fait pas enrôler. De deux, qui est rayé des serveurs de la CENI et qui voient leur village, leur secteur érigé en commune, c'est-à-dire ils n'ont plus de village, et on amène un bourgmestre, je ne sais pas moi quoi, nommé par ordonnance présidentielle, implanté là-bas comme bourgmestre, sans consulter les autochtones. Bref, il y a des frustrations. Alors, cette frustration-là, couplée à ces histoires de vente, ça crée la cacophonie et les acteurs politiques tireurs de ficelles sont derrière ces gens d'affaires pour leur positionnement et leur leadership en province. Voilà la situation. Or, le ministère de l'Intérieur, nous avons saisi le VPM Peter Kazadi et transmettre les desiderata de la population Kumu, les secteurs de Sukumu Lengola, les secteurs de Lubuyabera, pour dire à son Excellence, M. le VPM, de recevoir ces gens-là. Seulement les recevoir, les écouter et essayer, tant mieux que mal, restituer les secteurs de Lubuyabera aux autochtones. Parce que le secteur de Lubuyabera n'est pas une commune, c'est un secteur qui compose des villages, les groupements d'une communauté, ce n'est pas une commune. Et jamais une commune ne peut encercler une ville. Comment une commune peut encercler? Quand on dit la commune de Lubuyabera, une commune qui va encercler toute la ville de Kisangani, c'est impossible. Donc, s'il y a eu erreur, c'est au niveau de la vice-primature de l'Intérieur de corriger cette erreur-là. Nous l'avons déjà saisi et nous attendons jusque-là des réponses qui tardent à venir sur ces points-là. Et sur les points d'Embole et Lengola, s'il vous plaît, essayez de mettre ces deux communautés sur la table et trouver les solutions qu'il faut avant les élections. Aussi, cette population réclame l'enrôlement avant les élections. C'est comme cela que nous voulons dire un peu à la CENI, de voir s'il y a des préalables à remplir avant d'aller aux élections pour qu'après les élections, il n'y ait pas du fait. C'est faisable de revoir un peu. C'est pourquoi j'appelle ici, je profite de votre plateau, de dire aux acteurs politiques, à la CENI et à tout le monde, s'il faut, ça c'est mes opinions personnelles, s'il faut retarder même de quelques mois, moi je suis partant. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, 1 minute 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'avais l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui M. Awak Malako Aristide. Il est acteur politique en République démocratique du Congo. En fait, M. Malako, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et conclure l'émission. Mais dans mon cas, langue, il y a beaucoup de choses. La lingala tepe na français. Voilà. Mimi napenda sana kidogo na Swahili.
Dieu a s'adressé à la population de la ville de Kisangani, surtout à Lubuya Bera, à Lubonga, à Osio, à Undu. Que atukobasabu tuko na tumika juu kimya ya kweli irudie Kisangani, ke topoke balokele bangole balengola bakumu bote batoto ya Kisangani tuishi na kimya, Boyoma Label irudie Boyoma Label sa mbele bila vita bila damu juu Kisangani napita Bolaya. Mungu awabariki. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous tenir accompagné. C'en est fini pour aujourd'hui. Je sais que vous avez aimé. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne Vainqueur Télévision et HV Télévision. Je suis William Temou, combattant de la liberté. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.